Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des hémorragies du postpartum. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu tendu, c'est les hémorragies du postpartum. Ça peut faire peur, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc du coup, comment ça se passe? Je vais vous parler un petit peu de la définition, des causes, des facteurs de risque, de la surveillance et enfin des traitements. Vous venez d'accoucher, tout s'est bien passé, félicitations, bébé est sorti, vous êtes super contente. Et là, vous voyez que au niveau de votre périnée, en tout cas votre sage-femme ou le gynécologue qui vient de vous accoucher, il reste un peu plus longtemps que prévu, il est en train de regarder, il commence à faire un regard un peu soucieux ou quoi, il commence à quantifier vos pertes. Vous commencez à vous demander, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, il commence à dire, bon, ça saigne un peu plus que la normale, on va quand même vérifier. Et tout d'un coup, en fait, il commence à appeler tout le monde. Pourquoi? Lors d'un accouchement, vous avez le droit, entre guillemets, de saigner 500 ml. D'accord? Ça, c'est la physiologie. Maximum 500. Au-delà des 500 ml, on parle d'hémorragie. D'accord? Ça devient pathologique. Ce n'est plus normal, ce n'est plus la physiologie. Et donc, de 500 à 1000, on parle d'hémorragie. Et au-dessus de 1000, on parle d'hémorragie sévère. On parle en général d'HPPI, donc d'hémorragie du postpartum immédiat dans les heures qui suivent l'accouchement et en général d'hémorragie secondaire 24 heures plus tard. Elle est tout de même malheureusement responsable de 30% des décès dans les pays en voie de développement, alors que chez nous, dans les pays développés, on compte à peu près 1 à 2 décès pour 100 000 accouchements. Donc c'est vraiment très peu et heureusement. Donc souvent, bon alors c'est toujours beaucoup trop, hein, on aimerait que ça soit encore moins évidemment, mais en tout cas souvent quand c'est pris en charge correctement et rapidement, la maman ne risque rien. C'est pour ça que c'est hyper important d'être suivi correctement et d'accoucher dans un lieu adéquat. Je ne dis pas que tout le monde doit accoucher dans un niveau 3, pas du tout. Par contre, si vous avez des facteurs de risque et donc si on s'attend à ce que vous saigniez, comme je vais vous expliquer juste après, si on attend à ce que vous saigniez, là, dans ces cas-là, il faut accoucher dans un endroit approprié. Mais évidemment, si vous n'avez aucun facteur de risque et que vous souhaitez absolument accoucher dans un autre niveau qu'un niveau 3 ou même, pourquoi pas, à la maison, ça c'est votre choix et ça c'est en discussion avec votre sage-femme ou avec votre médecin que vous pourrez voir un petit peu si c'est possible ou non. Mais si vous avez un facteur de risque, clairement, il faut accoucher dans des lieux appropriés. Quelles sont les causes du coup de l'hémorragie? Alors, la cause principale, la plus importante, c'est l'atonie utérine. L'atonie utérine, c'est quoi? C'est que votre utérus, au lieu de se contracter correctement juste après l'accouchement, se relâche totalement, ne se contracte plus. Du coup, les parois ne coagulent pas bien et du coup, vous vous mettez à saigner. Il y a aussi une anomalie d'implantation du placenta. Ça veut dire quoi? Si par exemple un placenta est accréta, donc normalement le placenta se fixe, mais si jamais au lieu de se fixer à la paroi, il se fixe un tout petit peu dans l'utérus, quand du coup il faut décoller le placenta, quand le placenta s'en va, la partie qui est encore un petit peu à l'intérieur reste et du coup ça fait une petite ouverture et donc là ça peut saigner, ce qui peut provoquer une hémorragie. Il y a aussi parfois des troubles de la coagulation. Si par exemple la maman a une pathologie au niveau de la coagulation, il peut y avoir des troubles et du coup ça peut favoriser également les hémorragies. Ensuite, c'est quelque chose d'assez classique, c'est la déchirure au niveau du vaginal ou au niveau du col. Donc la déchirure vaginale, ce qu'il faut simplement, c'est suturer très rapidement. Et si ça se déchire au niveau du col, il faut faire un examen sous valve, c'est-à-dire que c'est des sortes de cuillères qu'on introduit, on écarte bien pour vraiment bien voir le col et là il faut suturer. Le col, c'est seulement un médecin qui peut le suturer, contrairement du coup au vagin ou au périnée, là une sage-femme peut y aller. Par contre, parfois, quand c'est dans la vitesse et que ça va très vite et que ça saigne beaucoup, on peut faire appel, du coup, nous, sages-femmes, au médecin pour nous donner un coup de main quand ça va vraiment très vite. C'est possible. Quels sont les facteurs de risque? Alors, un utérus qui a été complètement distendu, par exemple parce que vous avez eu des jumeaux ou vous avez des antécédents de jumeaux, l'utérus sera plus distendu et donc du coup, une fois que votre bébé sera sorti, il aura plus de difficultés à bien se contracter. Donc ça, c'est un facteur de risque. L'âge est un facteur de risque. Si vous êtes plus âgé, c'est-à-dire 38, 40, 42 ans, il y a plus de risques que vous mettiez à saigner. Si le travail est très long et que du coup votre utérus a subi beaucoup d'heures de contraction, il y aura du coup plus de difficultés par la suite à se contracter correctement. Et inversement,
Si le travail a été ultra rapide et qu'en fait l'utérus c'est tellement été rapide, le bébé est sorti tellement rapidement que du coup après l'utérus va être un peu perdu et va pas forcément très bien se contracter et là vous risquez de saigner. Si ça a été ultra rapide, vous n'avez peut-être pas eu le temps d'avoir de péridurale ou alors vous ne souhaitiez pas de péridurale et c'est possible que du coup si vous mettiez à saigner, il faille qu'on pose une rachianesthésie, donc une anesthésie dans le dos pour du coup prendre en charge correctement l'hémorragie. Les facteurs de risque aussi, ce sont les antécédents d'hémorragie. Donc si vous avez déjà eu des hémorragies, vous êtes plus à risque d'en de nouveau en avoir. Ce n'est pas forcé que vous en ayez de nouveau, mais vous êtes plus à risque que quelqu'un d'autre. Et enfin, ce que je peux vous dire, après j'en oublie sûrement, c'est la délivrance artificielle, où du coup là on va chercher le placenta nous avec notre main, parce que justement le placenta ne sort pas. Et pourquoi il ne sort pas? Parfois parce que simplement il n'a pas envie de sortir et que ça ne se contracte pas très bien, mais une fois qu'on l'a récupéré, hop, on n'en parle plus, c'est fini. Ou alors c'est parce que justement, comme je vous disais juste avant, il est accreta, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, il était un petit peu comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il ne sortait pas. Et donc nous, quand on va le récupérer, le petit bout qui était encore à l'intérieur se met à saigner. Et donc là, de nouveau, il y a un risque. J'en oublie, mais en gros, vous avez l'idée. 4. La surveillance. Du coup, une fois que vous avez accouché du coup sur la table d'accouchement, on a mis un sac gradué. Pourquoi? Sous vos fesses. Pourquoi? Pour quantifier justement les pertes de sang. Comme ça, quand on vous suture, quand vous vous délivrez au niveau du placenta et quand on vous remet au propre, ça nous permet justement de quantifier et de savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes toujours dans la physiologie inférieure aux 500 ou est-ce qu'au contraire, on doit s'activer, on doit appeler du monde, etc. parce que vous êtes supérieur à 500. Ça nous permet un petit peu de voir dans quoi vous vous situez. Ensuite, une fois que vous êtes remise au propre, là, pendant 2 heures, vous êtes surveillé en salle de naissance. Pendant 2 heures, on va faire quoi? On va appuyer régulièrement sur le ventre. C'est très désagréable, surtout que vous en pouvez plus. Votre bébé est sorti, votre placenta est sorti. On vous a suturé, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous foute la paix. Et non, on revient encore pour vous embêter, entre guillemets, et appuyer sur le ventre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas du tout une partie de plaisir, c'est pas un choix que nous on fait. C'est simplement que si jamais vous saignez, il faut qu'on le sache pour vous prendre évidemment en charge le plus tôt possible pour que vous saigniez le moins possible. C'est évidemment notre objectif. C'est pour ça que très régulièrement, toutes les 15, 20, 30 minutes maximum, on vient appuyer sur le ventre pendant 2 heures pour justement surveiller ça et être sûr que votre utérus soit bien tonique, qu'il se contracte correctement et que vous ne saignez pas de manière anormale. Et enfin, 5, les traitements, la partie la plus importante, vous vous mettez à saigner, comment ça se passe? Donc, soit pendant l'accouchement, donc vraiment pendant l'accouchement, ou alors dans les 2 heures qui suivent, vous vous mettez à saigner. Là, du coup, vous êtes toujours en salle de naissance. Comment ça se passe? On appelle tout le monde. Évidemment, si c'est un petit peu après que vous êtes passé en maternité, ça ne sera pas une grosse différence, c'est-à-dire que vous êtes retransféré en salle de naissance et ça sera exactement le même suivi. D'accord? C'est juste que si jamais vous êtes en maternité, on devra reposer une anesthésie parce que comme on devra intervenir au niveau de l'utérus, il faut que vous soyez bien anesthésié. Et donc, si on a le temps, on pose une rachi-anesthésie. Si c'est vraiment une urgence vitale, on pourra faire une anesthésie générale. Mais ça, c'est extrêmement rare. Ça n'arrive vraiment, honnêtement, quasiment jamais. Une anesthésie générale pour une hémorragie, que ce soit primaire ou secondaire, c'est tellement rare que je ne vais même pas en parler. Par contre, la rachi-anesthésie post-accouchement sans péridurale parce que très rapide, ou alors parfois parce qu'en maternité ça saigne, mais de nouveau en maternité c'est extrêmement rare. Vraiment les gros moments où ça peut saigner, c'est dans les 2 heures. C'est d'ailleurs pour ça que vous restez 2 heures en salle de naissance, pour cette raison-là, mais aussi pour bébé, comme je vous l'avais déjà expliqué dans mes vidéos d'avant, par rapport justement à l'allaitement, la température de bébé, etc. Mais ça, je vous invite à revoir mes vidéos d'avant. Donc, on va dire que là, vous venez d'accoucher, le bébé vient de sortir, et vous vous mettez à saigner. Votre placenta sort, donc tout va bien. Donc là, on se demande, est-ce que ça va s'arrêter de saigner ou pas? Ça ne s'arrête pas. Alors, c'est pas catastrophique, mais ça augmente tout doucement. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On commence par sonder la vessie, par bien la vider. En général, juste avant un accouchement, on sonde la vessie, on vide la vessie pour vraiment laisser le maximum de place pour que bébé puisse sortir. Là, on recommence juste après l'accouchement. Pourquoi? Parce que parfois, quand on a vidé la vessie juste avant, la tête de bébé a pu gêner un peu, donc parfois la vessie ne s'est pas complètement vidée. Juste après l'accouchement, si on voit que vous saignez un petit peu plus que la normale, on va de nouveau vider pour vraiment que votre vessie soit totalement vide et que votre utérus ait toute la place de se contracter correctement. Première chose. Deuxième chose, évidemment, s'il y a une déchirure qui saigne ou quoi, il faut suturer assez rapidement pour soit stopper complètement l'hémorragie, soit voir un petit peu d'où ça vient. Si ça vient de là, du coup tout ça sera arrêté, donc ce sera parfait. Si ça vient pas de là,
on peut suturer un petit peu plus tard parce que c'est clairement, on va là où c'est prioritaire. On voit un petit peu, ce qu'on regarde vraiment de manière très attentive, c'est la tonicité de l'utérus. Comme je vous disais dans les causes, l'atonie utérine, donc le fait que l'utérus ne se contracte pas bien, ça c'est ce qu'on observe. Donc si en palpant l'utérus, on voit que l'utérus ne se contracte pas bien, qu'est-ce qu'on fera? On fera une révision utérine. Pourquoi une révision utérine? Pour justement vider tout l'utérus, éventuellement de caillots, parce que si l'utérus est plein de caillots, l'utérus du coup ne se contractera pas bien. Donc comment on fait ça? On met la main dans l'utérus, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais en général quand vous avez la péridurale, vous ne sentez pas du tout. Et quand vous n'avez pas de péridurale, on vous pose une rachianesthésie, en général pour justement éviter que ça fasse trop mal. D'accord? Donc on pose la main dans l'utérus et là on va chercher tous les caillots pour vraiment tout récupérer et pour vider l'utérus de ces caillots. Généralement, ça suffit et après votre utérus se contracte bien et du coup ça se remet en place. Mais si ça ne suffit pas, on peut aussi injecter des médicaments pour aider l'utérus à bien se contracter. Donc soit l'ocytocine, le syntocinon, dont je vous ai déjà expliqué l'importance de ce médicament pour favoriser les contractions. Ça c'est en premier temps. Soit en deuxième temps, un produit qui est plus fort qui s'appelle du Nalador. Le Nalador, en général, on met une ampoule sur 1 heure. On voit un petit peu si ça se passe. Et si dans l'heure qui a suivi, ça s'est tassé, etc., soit on continue encore une autre ampoule sur 5 heures, soit au contraire, une seule ampoule a suivi et il n'y a pas besoin de faire plus. On peut toujours aussi faire une échographie pour voir un petit peu si justement on voit des débris à l'intérieur, s'il se passe quelque chose, etc. En parallèle, si vous dépassez les 500 ml de saignement, ce qu'on fait, c'est qu'on met une deuxième voie veineuse et qu'on refait un bilan sanguin pour justement voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre taux d'hémoglobine. Est-ce que déjà vous avez beaucoup chuté ou pour le moment vous êtes stable par rapport à votre arrivée en salle de naissance? Ça nous permet d'avoir une idée. Si malheureusement, avec le Nalador, avec le syntocinon, avec la révision utérine et avec le sondage, vous n'êtes toujours pas, enfin vous êtes toujours en train de saigner, on peut du coup rajouter encore un facteur qui s'appelle le ballonnet. Le ballonnet, c'est quoi? C'est on gonfle du coup un ballon dans la cavité de l'utérus et du coup ça permet de colmater les parois et donc d'éviter de nouveau les saignements. En général, pareil. Une fois qu'on est à cette étape-là, ça marche très très bien et donc là, il faut simplement une surveillance pour être sûr que le ballon soit bien posé, pour être sûr que du coup, vous ne saignez plus. Mais en général, ça s'arrête dans 95% en tout cas de ce que je vois, ça s'arrête à ce moment-là. Si jamais ça s'arrête toujours pas, parce que malheureusement ça arrive, mais je vous dis c'est extrêmement rare, mais ça arrive quand même, on peut du coup ligaturer les artères utérines. Pourquoi ligaturer? Parce que le fait du coup de couper l'arrivée de sang à l'utérus, ça permet normalement d'arrêter les saignements puisqu'on a ligaturé les artères. Quand on ligature, ça ne veut pas dire que vous devenez du coup stérile, hein, pas du tout. C'est juste que pour le moment, on arrête du coup les apports à l'utérus pour éviter les saignements et donc pour calmer l'hémorragie. Si ça marche toujours pas, on peut du coup envisager une embolisation des artères utérines. Donc ça, c'est par un radiologue interventionnel. Donc malheureusement, il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. Il y en a en gros un pour 4-5 hôpitaux de la région. Il doit venir, il doit intervenir, il doit gonfler du coup un petit ballonnet dans les artères pour en fait avoir le même objectif, boucher ces artères pour éviter que du coup le sang arrive à l'utérus et continue de saigner. Et enfin, l'ultime recours, si tout ça n'a pas fonctionné, mais ce que je vous dis, c'est extrêmement rare, mais ça arrive, si tout ça n'a pas fonctionné, c'est l'hystérectomie, ça veut dire qu'on retire l'utérus pour justement stopper, parce que le fait qu'il n'y ait plus d'utérus, ça ne peut plus saigner de l'utérus. Et donc voilà, et donc normalement, dans ces cas-là, ça stoppe l'hémorragie, et là, on en est vraiment à notre dernière cartouche, mais il n'y a vraiment pas de raison, quoi. Sachez que si en parallèle vous saignez beaucoup, les anesthésistes et les infirmiers anesthésistes peuvent vous transfuser en parallèle. C'est-à-dire que si vous saignez d'un côté, nous on vous remplit d'un autre, ce qui permet justement de vous maintenir votre taux, votre quantité de volume dans le corps et ce qui permet justement de rester consciente et plutôt bien dans votre corps. Voilà, mais tout ça, c'est au fur et à mesure, c'est extrêmement rare qu'on en arrive à là. En général, le syntocinon suffit, sinon le Nalador, sinon vraiment le ballon de Bacri ou la sonde de Hebb, qui sont les deux ballonnés en gros dans l'utérus. En général, ça suffit, d'accord? Pour arriver à vraiment l'étape d'après, c'est extrêmement rare. Je vous en parle quand même parce que c'est important de le savoir. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça vous a intéressé. C'est une petite vidéo quand même sur les hémorragies parce que je pense que c'est ultra important de savoir que ça peut se passer, mais aussi d'être rassuré sur le fait que c'est extrêmement rare, que ça arrive vraiment rarement et donc du coup que vous ne craignez pas grand chose quand même finalement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!